Vous écoutez Alexandre Dubé. Alain Pronkin est spécialiste des religions. Bonjour, Alain. Bonjour, Alexandre. Les trappistes quittent Dolbeau-Misticini? Comment ça? Oui. Après 130 ans. Tu te souviendras, la semaine dernière, lundi, on avait parlé des sœurs de Sainte-Restitut, sœur Madeleine puis Marie-Cécile. Comment les oublier? Comment les oublier? Sont deux qui s'occupent de monastères. On a la même situation, mais au Québec, au Lac-Saint-Jean. À Dolbeau-Mistassini, ce qui se passe, c'est que ils étaient 8, ils ne sont plus que 8 et ils ont transféré 3 de leurs trappistes chez les Clercs de Saint-Viateur comme on dit, à l'infirmerie parce qu'ils ont plus de 90 ans. Donc, ils ne sont plus que 5. Et cette abbaye-là, où ce monastère-là a été fondé en 1882. Et là, ils sont à bout de ressources, ils sont tous âgés et on a décidé de vendre le terrain. Et les religieux vont sans doute aller à l'abbaye de Saint-Jean-de-Mata qui a été construite il n'y a pas tellement d'années. Donc, ils vont conserver leur rôle. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la communauté religieuse de frères, de pères, vieillissent au Québec. On l'a vu dans d'autres, chez les Sainte-Croix, les frères de Sainte-Croix, qui étaient une province autonome canoniquement, ils se sont dit, on va aller du côté avec les pères, puis on va refaire une province comme on l'était avant 1880. Donc, c'est quelque chose qui menace beaucoup de communautés religieuses. C'est le vieillissement, puis il n'y a pas de recrutement. Alors, ce qu'ils vont faire, ils sont là. Non, il n'y a pas de... Mais c'est ce que je vais voir quand je vais aller au synode à Rome. Qu'est-ce qu'on prévoit là-dessus? Puis je vais avoir des questions. Si jamais je peux poser au moins une question, je vais essayer de le faire. Mais ça s'en vient, synode. Synode sur la synodalité. Et là, c'est ça. Donc, là, cette communauté-là dit, écoute, on va vendre nos terrains. Okay. Parfait. La MRC veut les acheter parce que c'est des terrains de toute beauté et on peut faire quelque chose, on peut faire des sentiers de randonnée, on peut les donner à la communauté. Et je te connais, Alexandre, parce que ta question, c'est la chocolaterie. On fait quoi de la chocolaterie? Là, parce que moi, je suis un fan des chocolats, des pères trappistes, mais mes parents m'achetaient ça à Pâques, à chaque année. Oui. Moi aussi, celui avec des bleuets, il était tellement bon, oui. Puis les sœurs cisterciennes dans la région de Québec aussi, là, je me souviens plus de quel village. Mais en tout cas, mais il y a une spécialité pour le chocolat et le chocolat, c'est toujours bon. Oui, parce que ça, on le ferme pas, on le vend pas. Mais comme, je pense que c'est le père Charbonneau ou Clément Charbonneau, il a dit, écoutez, éventuellement, ça va venir. Sauf qu'au niveau de la chocolaterie, c'est bien géré, c'est bien administré, ça va bien. Donc, ça devrait être facile à vendre. Je ne sais pas si ils vont faire une coopérative avec les employés, qu'est-ce qu'ils voient, mais ça continue. Donc, Alexandre, ton chocolat, c'est garanti. Avec les bleuets, ça va bien. Et espérons, parce que ça, c'est le problème. Puis un jour, on va vouloir faire un spécial là-dessus sur les abbayes et les monastères. Un spécial de 2 heures. De 2 heures, parce que c'est construit par la population, parce que les premières écoles, les premières universités, c'était dans ces abbayes-là, c'était dans ces monastères-là où on enseignait aux jeunes. Et le village se construisait avec ces gens-là. Abbayes, donc abbé, etc., au niveau de la nomenclature religieuse. Donc, c'est très important. Et pourquoi on a construit ça à Dolbeau-Mistassini, les religieux en 1882? C'est qu'ils ont dû faire de l'enseignement, ils ont dû aider. Tu sais, c'est des centres. Mais là, les centres, ils se sont différenciés un peu, mais c'est toujours le même problème. Est-ce qu'on est capable d'impliquer les gens d'un village? Est-ce qu'on est capable d'impliquer les gens d'un quartier dans quelque chose? Et c'est là, parce que les problèmes, les projets sociaux commencent là, évidemment. Donc, c'est triste, 130 ans qui va bientôt, tranquillement, s'éteindre. Ouais. Dans le dossier des Corans brûlés, Alain, pourquoi la Suède est prise au piège? Oui, parce que ce qui se passe, c'est qu'on sait que elle est prise pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a des manifestants qui ont décidé de prendre la Suède et le Danemark pour brûler les Corans. Et, comme on dit, créer des tensions sociales extrêmes avec les musulmans et avec tout ce que ça peut dégénérer. Alors, ce qui se passe, pourquoi ils sont prises? Parce que les policiers avaient commencé au mois d'avril dernier à dire, écoutez, si vous voulez brûler des Corans, ça passe pas, parce que c'est une question de sécurité. Et les tribunaux ont dit non, vous pouvez pas parce que la liberté de s'exprimer est plus importante. Parce qu'ils disent, si on procède comme ça, il y a beaucoup de gens au niveau de la sécurité qui vont dire, le Gay Pride, vous devriez pas tenir ça parce que nous, on est contre ces mouvements-là et on va faire de la violence. Ça veut dire, on n'en sort pas. Donc, on est contre. Alors, pourquoi ils sont aux prises? Parce que tu as des manifestants, évidemment, tu as l'Iran, tu as plusieurs pays musulmans qui rappellent leurs ambassadeurs, puis et même l'ONU est intervenue, mais l'ONU, dans la division, qui dit, écoutez, il faut punir ça. Alors, ce qu'il y a de nouveau, parce que tu vas me dire, Alain, qu'est-ce qui a changé? On a-tu brûlé d'autres Corans? Non, c'est pas ça, c'est
on a décidé, le vendredi 18 août, c'est quand même très récent, le ministre de la Justice a dit, nous allons faire une enquête publique pour modifier la loi sur l'ordre public. Et là, tout le monde est déjà aux barricades. Est-ce qu'on va arriver à dire, on n'a pas le droit de brûler des Corans, on n'a pas le droit de brûler des Bibles, est-ce qu'on a le droit ou pas? Et là, le débat est parti en Suède. Ça va être intéressant de voir comment la Suède va réagir, parce que les pays disent, écoute, est-ce qu'on tolère des manifestations? Ben, on pourrait arriver et dire, on a le droit de rien brûler dans une manifestation. Fait que là, on pourra plus brûler des effigies des premiers ministres, quand on le voit souvent dans les manifestations, brûler des drapeaux. On va voir. Mais ça va être très intéressant de voir comment la Suède va réagir avec la liberté totale et des interdictions. C'est tout nouveau. Au Nicaragua, il y a une communauté jésuite qui a été expulsée de sa résidence. Oui, on en parlait encore récemment. Ils ont décidé de fermer une université. Ils ont décidé de saisir l'université à Managua qui appartenait aux Jésuites. Donc, parce qu'on sait que le gouvernement de M. Ortega est en guerre contre l'Église catholique parce qu'il dit depuis 2018, ils veulent renverser notre gouvernement. Eh bien là, un pas de plus, mais là, il a dit, telle résidence qui est occupée par les Jésuites, nous autres, on a décidé que ça appartenait à l'université, on vous saisit, ils ont été expulsés. Donc, la tension entre les communautés religieuses et le gouvernement est de plus en plus importante. Même les gens disent, écoutez, on peut pas, déjà, vous avez déjà pris comme on dit, l'université, vous avez fait des saisies avec ça, on commencera pas à prendre tous les religieux puis les déplacer. Mais on se souviendra qu'en France, dans plusieurs pays, au cours de l'histoire, dont on pourra faire un spécial un jour, on a expulsé tranquillement, 2 heures minimum, on a déjà expulsé les Jésuites, on a déjà expulsé les communautés religieuses. Donc, c'est pas mais surtout les Jésuites. Donc, les tensions sont là, mais là, on n'est vraiment pas là-dedans. On est vraiment dans un problème politique. M. Ortega a décidé qu'il n'en voulait plus de Jésuites sur son territoire. Puis là, il prend les mesures. Et là, on est rendu à dire, vous déménagez, vous en allez. Au Texas, il y a un évêque qui menace d'excommunier des carmélites. C'est quoi ça, des carmélites, Alain? C'est une organisation religieuse féminine. Et qu'on appelle aller au Carmel, où ils sont, comme on dit, sont cloîtrés. Et là, ce qui se passe, c'est que l'évêque, c'est Michel Olson. Et ça, c'est un dossier, je te préviens tout de suite, il va falloir que Maxime aille enquêter là-dedans. C'est un dossier pour lui. Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là pour qu'on veuille excommunier des religieuses carmélites qui sont dans le Carmel? C'est qu'ils disent, écoutez, il y a eu des accusations de rupture de chasteté et d'usage de drogue. Oui, ce qui se passe, c'est qu'il semblerait... regarde bien. Oui, Mère Teresa Agnès Garlèche a dit qu'elle avait admis avoir son vœu de chasteté avec un prêtre. Avec un prêtre? Évidemment, elle dit qu'elle a fait ça avec un prêtre. Oui, parce que les seuls qui peuvent aller au Carmel, ce sont les prêtres parce qu'il faut qu'ils aillent faire la messe. Bon, ils sont toujours séparés avec des murs et des vitres. Alors, ce qui se passe, c'est que... C'était quoi? C'était Glory Hole? C'était quoi? Je ne sais pas. Quel genre de non, mur? Mais il n'y en a pas au moment de l'église. Par rapport à toi, mais pas par rapport au prêtre qui, lui, peut aller dans l'enceinte. OK. Alors, ce qui se passe, c'est qu'elle dit qu'elle a fait cette déclaration-là suite à une opération parce qu'elle était sous l'emprise de médicaments suite à une opération. Okay. Et là, les religieuses, et c'est pour ça qu'il va falloir vraiment faire une enquête approfondie, les religieuses ont... Oui, il faut qu'ils aillent là. Ils ont décidé de poursuivre leur évêque pour $1 million parce qu'ils disent, les religieuses, que le monseigneur Olson a envoyé une perquisition dans le couvent pour saisir leurs téléphones cellulaires et leurs ordinateurs. Et après, le diocèse a réagi. Puis c'est là où je vais avoir besoin de vos définitions, messieurs. Oui. Il dit, le diocèse a même publié des photos provenant de l'intérieur du monastère, semblant montrer des tables joncées d'attirail de drogue, de produits de marijuana, de bong, il va falloir me dire c'est quoi un bong, et d'un crucifix. Un bong, c'est comme une grosse affaire où là, tu mets du cannabis là-dedans, puis là, tu t'allumes ça, puis là, tu inhales. Si je me trompe c'est pas, ça, mais c'est pour ça, on est rendu avec des expressions techniques. On fait des signes en régie, c'est à peu près ça, là. Je suis pas un expert. Moi, je connais rien là-dedans, mais je comprends qu'il y a des gens en régie qui connaissent ça. Mais ici, il y avait aussi... je sais. Et il y avait même... tu comprends pourquoi c'est un dossier pour Maxime. Il doit aller enquêter là-dedans. C'est prioritaire. Et là, l'évêque s'est tanné et il dit, moi, je menace de toutes les excommunier. J'ai hâte de voir ça. Parce que,
Et c'est dans notre Église catholique. Comme je dis, ça me rappelle... Parce qu'en 1880, il y avait une religieuse qui avait été excommuniée parce qu'elle avait dénoncé un prêtre pédophile. On est loin de ça. Et évidemment, cette religieuse-là a été canonisée par la suite parce qu'on a dit qu'elle avait des vertus héroïques. Mais là, on parle de drogue et de relations sexuelles avec un prêtre. D'après moi, ce qui n'a pas fait l'affaire de l'évêque, c'est qu'il y a un prêtre impliqué. Ah, peut-être. S'il n'y avait pas eu de prêtre, ça aurait peut-être été différent. Mais là, il s'agit de savoir qui a provoqué qui. Est-ce que c'est la religieuse qui était... En tout cas. Mais c'est pour ça, ça va prendre une enquête un peu plus importante. Mettre un homme là-dessus. Guerre en Ukraine, Alain. Le pape François qui a reçu le chef d'état-major américain. Oui, et ce qui s'est passé, c'est que c'est Mark Milley, qui est le chef d'État, qui est un général, qui est allé parler au pape de ce qui se passait en Ukraine par rapport à la guerre. Il dit, écoutez, les soldats russes qui ont passé l'hiver là, ils ont développé leur défense et il est allé parler d'un strict point de vue militaire. Et le pape, on sait qu'il dit, écoutez, le seul qui bénéficie de cette guerre-là, ce sont les compagnies d'armes qui font des armes et qui en font encore plus et qui font des profits sur le dos des gens qui sont tués. Mark Milley, pourquoi c'est intéressant? Je me demandais qu'est-ce qu'il va faire là. Mark Milley, c'est un catholique pratiquant et il est chevalier de colon. Et en plus, et c'est pour ça qu'il est allé rencontrer le pape. Ils ont évidemment parlé d'Afrique, ce qui se passait, parce qu'on sait que Poutine est rendu en Afrique avec ses soldats, puis il essaie de contrôler l'Afrique. Mais il est allé là. Et là, le pape, c'est ça, il a dit, écoutez, là, il faut essayer de faire quelque chose. On voit que le pape essaie par tous les moyens d'aider à mettre un terme à ce conflit-là, mais plus ça va, plus on apprend que non, il n'y aura pas de terme à ce conflit-là. Ça va perdurer. Les aumôniers et le Texas, Alain. Oui, encore une fois, on retourne au Texas. Ce qui se passe, c'est qu'au Texas, on a une loi qui dit que, et là, c'est tellement drôle parce que c'est des aumôniers qui s'opposent à ce qu'on embauche des aumôniers dans les écoles. Ben voyons. Il faut le faire. Ils sont contre eux-mêmes? Alors, ils sont contre eux-mêmes. Ça a été ma réaction quand j'ai lu ça, parce qu'au Texas, les écoles vont avoir l'obligation ou le droit, c'est elles qui décident, d'embaucher des aumôniers scolaires. Alors, la peur des aumôniers, c'est qu'ils disent, écoute, est-ce qu'on va voir dans une école, on va dire, ça va être tel aumônier qui est de telle obédience religieuse, c'est un luthérien, qui va arriver avec c'est luthérien. Est-ce qu'il va y avoir du prosélytisme? Est-ce qu'on va convaincre les enfants de devenir des luthériens ou des mormons ou, dans d'autres cas, qui vont devenir des juifs ou des musulmans? Et c'est les grandes questions. Et là, on a peur, on dit, il faut pas que cette loi-là passe, il faut pas que ça passe, on est des aumôniers. Puis en plus, avec ces aumôniers-là dans des écoles, il faut pas oublier que plusieurs enfants ne sont jamais entrés dans une église de leur vie. Donc là, on a peur des conséquences. Et on a peur comment les parents vont réagir. Si les parents disent, cet aumônier-là, c'est un ça, moi, je suis un ci, puis j'en veux pas de votre aumônier, et on s'en va dans des gros problèmes. On dit qu'on conserve les aumôniers, ça va, qui sont dans leurs églises, qui sont dans leurs lieux de prière, mais pas les imposer dans les églises. Et ça vient des aumôniers eux-mêmes. Ils pourraient avoir des emplois parce qu'on parle d'environ 1000 professeurs, 1000 aumôniers qui auraient besoin d'être engagés. Mais ça ne dit pas s'il faut qu'il y ait un diplôme. Ça, c'est l'autre question. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des diplômes d'enseignement? Est-ce qu'il faut qu'il y ait... Au Québec, on n'a pas besoin de ça, des diplômes d'enseignement, en tout cas. Non, au moins un diplôme des... Oui, souriant de préférence. Un adulte souriant. Très bien, M. Bronkin. Allez dans la paix de Dieu. Merci. Et on se reparle vendredi. Avec plaisir. Bye. Bye.